d'Atlas, c'est un animal qui vivait dans les monts Atlas, répartis entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et cet animal, malheureusement, a été chassé, individu par individu, jusqu'à sa disparition complète vers 1922. Et c'est un animal qui n'a pas été décrit scientifiquement avant sa disparition. Alors on a des traces dans l'histoire de récits, on sait que les gouvernements ont payé des primes pour l'abattage de ces animaux, de manière à éradiquer cette espèce sauvage qui s'en prenait parfois aux troupeaux, et malheureusement il n'y avait pas de démarche scientifique qui permette de savoir exactement comment on pouvait différencier cet animal. Néanmoins, à travers les spécimens qu'on a pu retrouver naturalisés dans les muséums et puis les populations qui persistent dans les parcs zoologiques, on a une idée quand même de la différence avec les autres lions, notamment le lion d'Asie, dont on pense qu'il a une proximité génétique proche, et puis les lions d'Afrique subsaharienne. En fait, il s'agissait d'un lion qui était plus massif, avec une main avant très musclée, très solide, une fourrure plus épaisse, qui descendait jusqu'aux avant-bras, et puis surtout l'iris dans l'œil d'une couleur jaune, alors que le reste des lions ont des couleurs un peu plus vertes. C'est un animal qui vivait donc en milieu montagneux, et à ce titre, il semblerait, d'après les descriptions, qu'il vivait plutôt en structure familiale, avec le couple et puis la descendance d'une année ou de 2 années, alors que dans les plaines, dans la savane, eh bien, les lions vivent en clans larges, parce que les ressources alimentaires sont probablement plus accessibles qu'en montagne. Alors ce lion qui vivait en montagne, il a été l'objet d'un acharnement, parce que, évidemment, avec le développement de l'agriculture, avec la colonisation et l'importation des armes à feu, eh bien, ce qui autrefois était un prélèvement, je dirais, autochtone et puis relativement léger, s'est retrouvé être une pression de chasse extrêmement forte, et en soutirant un à un de la population naturelle les spécimens, parce qu'encore une fois, eh bien, il y avait un régime de primes pour inciter à ce genre d'actes, et on sait qu'il y a des familles qui étaient spécialisées dans la chasse au lion, une sorte de chasseurs de primes en fait. Eh bien, on est arrivé à l'éradication complète des populations. Ce qui va nous motiver pour faire un effort de conservation et de reconnaissance du lion de l'Atlas, c'est essentiellement qu'on a là un animal qui présente des singularités, et puis s'agissant de l'histoire de notre pays, est intimement lié au développement des colonies et finalement à l'état des lieux qu'on a laissé en partant, c'est-à-dire un pays sans lion. Aujourd'hui, le lion de l'Atlas donne à penser qu'il présentait des caractéristiques qui, sincèrement, le distinguent des autres populations, notamment en termes de structure sociale, et donc il a probablement une génétique sensiblement différente. Si on laisse s'éteindre les derniers lions, on va perdre cette génétique, en tout cas sous forme vivante. Alors l'effort de conservation, il va aussi permettre de garder vivante des éléments de tradition, l'histoire des peuples qui ont vécu avec ces lions, et il permet d'asseoir encore pour un moment le lien qu'il peut y avoir entre les représentations symboliques de ces animaux dans les cultures et puis l'existence réelle de lions, sinon ça ne restera qu'une trace dans les contes et dans la tradition orale dans les familles. Les parcs zoologiques ont énormément évolué depuis les années 80. Aujourd'hui, pour les espèces qui présentent dans la nature un risque d'extinction et pour lesquelles l'élevage en captivité peut être salutaire, eh bien, il y a un effort coopératif, c'est-à-dire que les zoos à l'échelle d'un continent, notamment l'Europe, qui présente beaucoup de parcs zoologiques et donc détient beaucoup d'animaux, et les entretient, les reproduit, on a une coopération scientifique avec des outils de pilotage que sont les programmes d'élevage européens qui permettent d'avoir une reproduction axée vers une conservation de la génétique de ces populations. On l'a vu, sur le lion de l'Atlas, ça n'a pas spécialement été mis en place, mais on pourrait le mettre en place. Le problème éthique face auquel tous les directeurs de zoos qui entretiennent des lions de l'Atlas sont confrontés, c'est de savoir si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et comme aujourd'hui la priorité est donnée aux lions d'Asie au niveau des instances européennes qui font des choix, puisque la taille, le nombre d'enclos, la capacité d'élevage de l'ensemble des zoos réunis ne permet pas d'élever toutes les espèces de la Terre, et s'agissant des lions, on est sur le même problème, il y a une priorité donnée aux lions d'Asie. Donc quelqu'un
aujourd'hui qui a un enclos vide va se demander s'il va placer du lion d'Asie dans le cadre du programme d'élevage ou va faire un effort sur le lion de l'Atlas. Donc lancer un programme, ça viendrait à mettre les deux animaux en concurrence. Mais inversement, et c'est ça le pire, c'est que si, et c'est ce qui est en train de se passer, eh bien on donne la priorité à une autre sous-espèce, ça veut dire qu'à terme, on va laisser s'éteindre le lion de l'Atlas. Et ça, c'est une responsabilité morale qui est extrêmement forte, dans la mesure où, dans un certain nombre d'autres cas, et notamment sur le pigeon migrateur dans les États-Unis d'Amérique, on lit communément que le zoo de Cincinnati a laissé s'éteindre le dernier pigeon, ce qui effectivement est un poids moral assez lourd à porter. Pour conserver la diversité génétique des lions de l'Atlas, on dispose actuellement de 3 outils ou de 3 approches qui sont complémentaires. La première consiste à l'échange d'animaux vivants entre parcs zoologiques. Donc là, il suffit d'échanger des lions à travers les différents zoos autour du monde. C'est une méthode qui est coûteuse, extrêmement coûteuse, qui représente des risques d'un point de vue sanitaire et qui représente aussi un problème d'un point de vue du bien-être animal. Parce que dans la nature, les animaux choisissent. Là, on est dans le cadre d'un accouplement qui est forcé. Et parfois, il y a des différences d'âge entre les animaux reproducteurs, ce qui fait que certains lions peuvent se tuer entre eux. Donc, on a quand même un problème de bien-être animal, ce qui fait que l'accouplement n'est pas assuré non plus avec cette première voie. On a une deuxième approche qui est intéressante, c'est celle de l'insémination artificielle, donc qui est une voie très intéressante parce qu'elle présente des intérêts principalement d'un point de vue sanitaire. Il n'y a pas de contact entre les animaux, ce qui fait que cette voie-là est beaucoup plus sécurisée que l'échange d'animaux vivants. Cette méthode suppose 2 étapes. Une première étape, la collecte du sperme sur les animaux qui sont au préalable anesthésiés. Et donc on collecte simplement le sperme par un électroéjaculateur classique. Et cette semence, si elle est viable, elle va être mise en paillettes et ensuite elle sera expédiée dans le zoo où la femelle sera inséminée. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est l'insémination de la femelle, sachant que les chaleurs chez les carnivores sauvages ne sont pas forcément bien synchronisées. Donc il faut inséminer plusieurs fois. Et ça suppose aussi des anesthésies, ce qui fait que cette méthode doit être encore améliorée d'un point de vue technique. Et puis la troisième voie, c'est la voie de la cryoconservation, et donc basée sur les techniques de cryobiologie. Et pour congeler, on peut congeler dans l'azote liquide à moins 196 degrés pour des périodes extrêmement longues. On sait qu'à moins 196 degrés, il n'y a plus de réaction métabolique, ce qui fait que le tissu est congelé aujourd'hui et il sera tel que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, voire dans 1000 ans. Donc là, ce sont des technologies extrêmement intéressantes qui sont développées et qui ont pour principale application la conservation de la diversité animale. Alors, pour le lion, ce qu'on peut faire actuellement, c'est la conservation de la semence. Donc, les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont collectés, vont être mis dans des dilueurs et seront congelés dans des paillettes et plongés dans l'azote liquide. On a un deuxième type de tissu qui fait l'objet de conservation actuellement, ce sont les cortex ovariens. Donc, quand les femelles meurent, en situation d'urgence, on prélève les ovaires et on peut conserver le patrimoine folliculaire de la femelle. Et puis, les troisième types de tissus, ce sont des tissus somatiques. C'est-à-dire qu'on peut prélever des fragments de peau, les conserver dans l'azote liquide, et après décongélation, on a des technologies qui nous permettent de fabriquer des cellules souches, ce qu'on appelle des cellules iPS, qui, dans les années qui viennent, pourraient être utilisées après clonage pour régénérer l'individu. Donc là, on est sur des technologies de préservation. C'est l'ensemble de ces techniques qui permettent de préserver la diversité génétique animale actuelle pour les générations futures. Pour sauver le lion de l'Atlas, il y a 2 points importants à considérer. Le premier point, c'est l'effectif total de la population. Actuellement, le lion de l'Atlas, pour le lion de l'Atlas, on a moins de 100 individus qui sont identifiés dans le monde entier, au niveau des parcs zoologiques. Ce qui fait que si on regarde uniquement que les animaux qui sont candidats à la reproduction, on a uniquement qu'une dizaine de mâles et une vingtaine de femelles qui sont en âge de se reproduire pour créer la génération suivante. Donc là, on atteint, avec le lion de l'Atlas, une limite, un seuil critique, en deçà duquel on ne peut plus descendre. Sinon, l'augmentation de la consanguinité sera trop importante et la population derrière ne sera plus viable. Et le deuxième point à prendre en considération, c'est l'organisation de la reproduction.
Chez les lions de l'Atlas, l'ensemble des individus sont dispersés dans le monde entier, dans les différents zoos, à effectifs variables, puisque certains zoos n'ont qu'un seul mâle, d'autres ont plusieurs mâles et une seule femelle, donc c'est assez dur d'organiser la reproduction, et pour sauvegarder cette variabilité génétique au sein de cette population, on est obligé d'avoir une vision globale. Donc, un échange des individus reproducteurs entre les différents zoos. Et donc, cette planification, ce raisonnement des accouplements va se faire au sein d'un organisme qui va centraliser l'ensemble des données et notamment qui va planifier les accouplements entre individus qui ont le moins de parenté possible entre eux. Alors, je dirais que l'identification génétique qu'on fait permet d'amener à un résultat qui peut amener à plusieurs interprétations. Quand je dis interprétation, c'est-à-dire que la question peut être très simple. D'une part, c'est nous, l'information en tant que biologiste, on va pouvoir dire il s'agit de telle espèce. Mais ensuite, c'est là que notre métier ne s'arrête pas là, on fournit une donnée, mais ces données vont intervenir dans un cadre plus large, très interdisciplinaire, qui peuvent croiser d'autres disciplines comme l'histoire, l'écologie, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces données différentes et du croisement et des discussions qu'il peut y avoir entre les différents chercheurs qui peuvent amener à des interprétations historiques, par exemple, intéressantes. Alors, on peut prendre un exemple sur le lion. Ce sont les squelettes de 2 lions, 2 squelettes qui ont été retrouvés dans la tour de Londres. Alors, tout d'abord, quand ces squelettes ont été retrouvés, ce qu'il était intéressant de faire, dans un premier temps, c'est de déterminer l'espèce de lion dont il s'agissait. Alors, on peut faire ça d'un point de vue morphologique. C'est pas toujours facile parce que on peut avoir des ossements dans lesquels il y a qui sont pas assez, d'un point de vue morphologique, on peut pas déterminer exactement les espèces et les sous-espèces, alors qu'on peut le faire d'un point de vue génétique. Donc il y a une analyse génétique qui a été faite, donc une analyse plutôt paléogénétique qui a été faite à partir de ces ossements. Et mes collègues ont pu montrer qu'il s'agissait de lions du nord de l'Afrique, du lion de l'Atlas, le lion de Barbarie. Et ces les ossements datant du Moyen-Âge. On suppose qu'ils venaient de la ménagerie en fait proche de la Tour de Londres, dans lequel étaient toujours conservés des lions, et qu'ils ont probablement été donnés par un monarque africain à cette époque-là, puisque l'information génétique a montré qu'il s'agissait du lion de l'Atlas. Pour la conservation de l'ADN, plus que le temps, c'est l'environnement qui est important. Ceci dit, il y a peu de chances que de l'ADN très 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 ancien puisse être récupéré de plusieurs millions d'années. Par contre, dans des périodes plus récentes, en effet, des milieux secs sont plus favorables que des milieux humides, ou bien il y a un milieu idéal, je dirais, de conservation de l'ADN qui est le milieu glaciaire. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire de façon catégorique, dans un ossement de tel âge, il y aura encore de l'ADN, dans un ossement qui est plus ancien, il n'y aura plus d'ADN. Ça se dépend, c'est vraiment très, très aléatoire et qu'on ne connaît pas encore tous les phénomènes qui permettent exactement cette préservation. Alors, si on prend comme exemple ce crâne de lion, je dirais que soit on nous amène assez souvent, puisque ce sont les restes qui sont les plus présents dans les gisements, des dents, soit on nous amène des fragments d'ossements. Donc la première chose, c'est que je dirais que, eh bien, on fait un petit prélèvement, on se débrouille à ce que ce soit réalisé dans des parties les moins visibles, un petit fragment d'os ou de dents qu'on réduit en poudre, et ensuite, donc je ne vais pas venir dans le détail de l'analyse, mais on extrait cet ADN, donc on va séparer dans le fond la matière organique de la matière minérale pour récupérer l'ADN. Mais cet ADN
qui est présent dans chaque cellule. Lorsque les éléments sont morts, c'est donc de l'ADN qui est dégradé, qui a subi le temps et l'environnement. Et donc cet ADN, il est plus qu'en petits morceaux. Il y a eu des modifications chimiques, ce qui fait qu'il y en a très très peu. Donc la première chose, c'est de l'amplifier, c'est-à-dire qu'on utilise une méthode qui permet, je dirais, de l'amplifier, de le photocopier pour en obtenir en quantité suffisante pour qu'il soit analysé comme de l'ADN actuel dans un laboratoire de biologie moléculaire. Le problème, c'est que c'est une technique qui est très très sensible, qui en principe, qui démarre à partir de quelques molécules d'ADN, mais comme cet ADN ancien, il est dégradé, il est chimiquement modifié, il est de mauvaise qualité, souvent on a le problème de la contamination par de l'ADN exogène, de l'ADN par exemple qui proviendrait de l'environnement, des manipulateurs, etc. Donc on travaille dans des conditions pratiquement stériles, en salle blanche, pour minimiser l'apport de contamination, soit de l'environnement, je vous l'ai dit, soit des manipulateurs. Et donc pour en fait être sûr d'avoir des molécules d'ADN authentiques, c'est-à-dire l'ADN qui est endogène, qui provient vraiment de l'ossement et pas, je vous ai dit, d'un problème de contamination. Et d'autre part, on fait ensuite toute une analyse de cet ADN d'un point de vue bioinformatique pour décrypter, je dirais, dans cette molécule, les artefacts dus aux modifications chimiques à travers le temps et n'obtenir qu'une séquence d'ADN qui correspond bien à la séquence originale et ainsi ne pas confondre des mutations artefactuelles avec des mutations biologiques vraies qui, nous, auraient un impact dans l'interprétation et la détermination de l'espèce. Alors, dans la même époque où on avait une pression massive sur les populations par la chasse, et on avait aussi des tribus qui capturaient ces lions et qui en faisaient cadeau aux dirigeants, notamment au Maroc, et le sultan a récupéré pas mal de lions qu'il a constitués sous une ménagerie, qui ensuite est devenue la ménagerie royale de Rabat, Témara, puis par évolution le zoo national de Rabat, qui aujourd'hui héberge encore des populations de lions qui sont les descendants de ces présents. Et fort heureusement, puisqu'en fait ce sont les seuls lions de l'Atlas aujourd'hui qui survivent. Il n'y a plus un seul spécimen dans la nature. Alors ces lions se sont reproduits de manière un peu consanguine, puisque finalement il y avait très peu d'individus, et puis ils ont été répartis de ci, de là dans des zoos. Dans les années 70, on a des équipes à la fois anglaises et japonaises qui se sont intéressées à la génétique de ces lions, mais à l'époque sans outils de génétique moléculaire, à travers le phénotype. Et donc ils ont comparé par rapport aux peaux dans les muséums, et ils ont défini sur les lions vivants 3 catégories, du plus ressemblant au moins ressemblant par rapport à ce qu'on appelait le type. Et ces lions, en fonction de leur catégorie, ont été répartis dans différents parcs, charge à ces parcs de faire de la reproduction. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas non plus une forte structuration des parcs zoologiques. Les studbooks, c'est-à-dire les livres généalogiques d'espèces, n'ont pas spécialement été mis en place pour cette espèce-là, et aujourd'hui on a une situation qui est un peu compliquée dans la mesure où il y a une 60aine de lions qui sont répartis dans des collections un peu partout en Europe et en Afrique du Nord, et qui ne coopèrent pas vraiment pour l'instant pour structurer un élevage de conservation. En partant de la situation actuelle, on peut se poser la question de savoir si on est encore capable de créer un élevage de lions avec un objectif de conservation. Alors d'abord, techniquement, il faudrait qu'on sache à peu près quelle est la diversité génétique qui reste dans notre population. Alors ça, on peut le faire, il y a des équipes qui travaillent dessus en partant de prélèvements sur les peaux ou sur le sang des animaux, et on va avoir une idée un petit peu de critères. D'abord, une sorte de pureté, c'est-à-dire finalement quelle est la lignée qui est en captivité, est-ce qu'elle correspond bien aux lignées sauvages, ou est-ce que par le hasard et le jeu des reproductions, il y a eu des croisements avec d'autres lions, hein, notamment du lion d'Afrique centrale, et puis à partir de là, derrière, mettre en place des reproductions qui favorisent
la conservation d'une grande diversité génétique, parce qu'on sait que dans d'éventuels programmes de réintroduction, cette diversité génétique, eh bien, c'est la clé du succès à long terme, c'est la capacité qu'on donne aux populations réintroduites de s'adapter au changement du milieu. Mais au-delà de ça, on peut vraiment se poser la question aussi de l'intérêt de ce genre de démarche, parce que d'abord la réintroduction des grands fauves, c'est extrêmement compliqué, tout simplement pour des raisons comportementales, parce que relâcher des animaux qui sont des grands prédateurs et qui ont vécu en captivité, c'est impossible sur une génération, il faut le faire sur plusieurs générations de sorte qu'ils réapprennent à chasser. Et puis, encore une fois, la grosse difficulté, c'est que ce qui a causé la disparition des animaux, c'est-à-dire globalement le conflit entre les hommes et des grands prédateurs, aujourd'hui la situation n'a pas évolué, ou alors si elle a évolué, c'est en pire, puisque les populations locales humaines, et on les comprend, elles sont habituées à vivre sans le lion, à moins surveiller les troupeaux, de la même manière que nos bergers en Europe, et demain si le lion revient, il va faire des prélèvements forcément sur les troupeaux, menacer les populations qui n'ont plus cette habitude. Donc il n'y a pas d'acceptation en fait d'un projet pareil, et du coup il n'y a pas de portage politique, et donc on n'a pas vraiment capacité à réintroduire ce lion. Aujourd'hui, si on s'interroge sur notre capacité réelle et même sur l'intérêt de conserver le lion de l'Atlas, dans tous les cas, ça doit nous faire penser à la nécessité de se pencher sur le sort des autres sous-espèces qui ont survécu à l'époque romaine, qui ont survécu à l'époque coloniale, et qui aujourd'hui, tant bien que mal, persistent à habiter un certain nombre de biotopes, malheureusement dans des conditions un peu difficiles, dans la mesure où les causes qui ont mené à la disparition des lions de l'Atlas ont aussi pesé sur les autres lions, et sont aujourd'hui encore renforcées par des problèmes d'usage de l'espace, de développement de l'agriculture, de morcellement des territoires. Et finalement, si quand on se déplace dans une réserve naturelle, on a l'impression qu'effectivement elle est peuplée de lions, il faut savoir que ce ne sont que des patchs complètement isolés les uns des autres, et que notamment la reproduction des lions entre les familles qui vivent dans différents territoires est totalement impossible. Donc non seulement la situation actuelle n'est pas très brillante en termes de nombre d'animaux et de santé des populations, mais également les projections vers l'avenir sont quand même assez alarmistes, et s'il n'y a pas un effort de conservation fort sur les autres sous-espèces, notamment le lion d'Asie, qui n'existe plus que dans une population rélictuelle dans la forêt de Gir, mais également le lion subsaharien, eh bien on risque aussi de le voir disparaître. Il ne disparaîtra pas jusqu'au dernier spécimen, parce que notamment il y a un usage commercial, que ce soit dans l'écotourisme, que ce soit aussi en Afrique du Sud sur des commerces d'animaux qui sont légaux et qui pour l'instant quelque part ont permis de maintenir des territoires gérés à la manière de ranch. Donc il ne disparaîtra pas jusqu'au dernier spécimen, néanmoins génétiquement on va avoir un appauvrissement qui fait qu'on va perdre à la fois le patrimoine génétique et quelque part s'agissant du lion de l'Atlas, pour revenir à lui, on perd le patrimoine génétique, on perd le patrimoine culturel en même temps. Donc nous avons choisi de faire une sorte de musée virtuel autour des lions, avec une entrée à travers le lion de l'Atlas et cette question donc de la conservation des grands prédateurs qui n'ont plus de territoire naturel. Donc la question première était: est-ce qu'il faut les conserver? Est-ce qu'on peut les conserver? Pour des raisons, enfin de manière biologique on va dire, mais est-ce qu'on peut les conserver pour des raisons culturelles? Qui est une question aujourd'hui fondamentale. En fait la question c'est de comprendre que les animaux font partie, mais fondamentalement, de nos civilisations, de nos constructions culturelles, de nos imaginaires, de nos pratiques artistiques. Ils nous ont nourris, ils nous ont vêtus, nous ont aidés à avoir des médicaments, et ça a été un support de création artistique important. Donc dans ce musée, vous allez, enfin dans cette promenade, déambulation, vous allez découvrir des objets qui chacun raconte une histoire de lion. Un objet qui prend en compte un lion, un objet qui présente un lion et qui appartient à une époque historique différente, à une civilisation différente. Donc on va des lions des cavernes jusqu'aux lions actuels dans la bande dessinée. Donc on part à la recherche, on va dire, de l'imaginaire, de la place des lions dans nos imaginaires anciens et contemporains, pour comprendre, peut-être autrement, la nécessité de laisser une place aux animaux et aux grands prédateurs sur la planète. Donc ces objets, ces peintures, ces dessins vous sont
présentées, racontées par des chercheurs, par des artistes, par des créateurs, afin de vous donner une autre vision de ces animaux et de vous montrer à quel point ils font partie de notre monde. Alors c'est une question qu'on ne se pose jamais, mais que moi j'aimerais que nous nous posions à travers ce parcours, c'est est-ce qu'on peut imaginer un jour un monde sans les lions? Qu'est-ce que ce serait un monde où il n'y aurait plus de lions du tout? Puisque l'on dit quand même qu'à l'orée d'un siècle, il risque de ne plus y avoir de lions, les lions n'auront plus du tout de territoire en milieu naturel. Alors, je suis paléogénéticienne. Je fais donc de la paléogénétique. Qu'est-ce que ça veut dire paléogénétique? Il y a deux mots, paléo et génétique. Donc, d'une part, eh bien, j'essaie de récupérer donc de l'ADN, la molécule qui porte l'information génétique, mais je la récupère à partir d'éléments anciens ou fossiles, et donc il s'agit de paléogénétique. Donc en fait, j'essaie de récupérer cette information sur des restes qui ne sont en fait des restes qui sont, je dirais, qui ont subi les dégradations du temps et de l'environnement, et dans lequel c'est dans les ossements où en fait il y a eu un phénomène de diagénèse, c'est-à-dire dans ces os anciens de transformation de la matière organique en matière minérale, mais il reste quelques petites molécules d'ADN. Donc notre métier, je dirais, c'est d'être capable d'aller récupérer ces petites molécules d'ADN, de les amplifier pour qu'il y en ait des quantités suffisantes pour qu'ils soient analysables comme de l'ADN actuel. Cependant, on s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années que c'est une molécule qui était très, très stable, qui pouvait être conservée dans le temps, mais elle subit des modifications chimiques qui font qu'il y a des difficultés vraiment liées à ce métier, et que les dégradations pouvaient en fait entraîner il y a une dégradation, une modification des bases chimiques de l'ADN qui fait que notre métier, dans le fond, c'est de ne pas confondre les molécules ou les transformations qu'il y a eu au cours du temps de ces bases avec des mutations biologiques vraies. Donc je dirais que notre métier, c'est de pouvoir récupérer, d'être capable de récupérer de l'ADN à partir de ces restes anciens, et d'obtenir des molécules d'ADN authentiques pour pouvoir livrer une information génétique de nature très différente et variée. Mon métier, c'est enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs, et donc j'ai une partie d'enseignement dans le domaine de la reproduction et de la génétique animale, et j'ai une autre partie de mon temps qui concerne les biotechnologies de la reproduction. Et mon objectif, c'est d'essayer de voir comment les biotechnologies de la reproduction qui sont appliquées à l'homme peuvent être utiles dans le domaine animal pour sauvegarder les ressources génétiques animales. Alors, comment je suis devenu chercheur? Pour moi, je dirais c'est un pur hasard, puisque j'ai commencé par faire l'école buissonnière. Je voulais être agriculteur ou menuisier. Et puis bon, j'ai pas pu m'installer, donc j'ai fait des études universitaires que étaient moyennes. J'ai intégré quand même une école d'ingénieur agronome, et ensuite j'ai poursuivi dans un doctorat, parce que ce qui m'intéressait c'était la production animale. Et ensuite j'ai continué à faire un doctorat, et puis j'ai passé l'HDR dernièrement pour être directeur de recherche, et donc former à mon tour des thésards en France. À la base je voulais être éleveur, dans le Charolais même, et donc là, ce métier, c'est une autre façon d'être libre aussi, et de travailler avec les animaux. Et c'est un métier où il faut être passionné, en fait. Il faut le faire par passion. Quand on recherche ni l'argent, ni la gloire, ni le pouvoir, il faut faire chercheur. C'est un métier libre. حبيك ولي وطاسة
سبحان ربك عزن ذيك كل شي يوزن الخير يا سيدي كله